Salut! Alors dans ce tutoriel, je vais te montrer comment créer une API en Node.js avec le framework Express et l'ORM Prisma. Donc pour commencer, on fait un npm init. Le dossier est déjà créé, donc on va juste créer le projet. Node-API, on va lui mettre ça comme nom. Description less, version pareil, entry point, on va mettre le point d'entrée, on va mettre le fichier app.js. Tout le reste on laisse. Author, je vais mettre mon pseudo. Hop. Ok, c'est bon. Donc ça nous a créé le package.json. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le framework, on va installer Express, et on va installer aussi notre daemon. Donc là, daemon qui permet de reload automatiquement de relancer automatiquement le serveur. Donc on n'a pas besoin d'y relancer à la main. Notre daemon s'occupe de tout. Donc on va créer une commande qu'on nomme dev qui va lancer du coup l'app.js. Ce qu'on va faire juste avant, c'est que dans le projet, on va utiliser le 6. Donc, pour utiliser le 6 en Node.js, il faut qu'on mette en type module juste ici, dans le package, et qu'on ajoute le paramètre, au lancement, il faut qu'on ajoute le paramètre experimental specifier resolution égale node. Specifier experimental ok, specifier resolution égale node. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser des formateurs, des linters, pour que le code soit propre. Donc en linter, on utilise ESLint. On met Thierry Grandet pour l'installer en tant que dev dependencies. Ensuite, en formateur, on utilise Prettier. Donc Thierry Grandet aussi. Et il faut qu'on installe aussi une dernière dépendance pour le formatage et le lintage, qui est ESLint-config-prettier, comme aussi en dev dependency. Donc là, on a nos trois packages. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va créer les fichiers de configuration. Donc on va commencer par ESLint. On va créer le eslint.json. Donc dans ce fichier de configuration là, on commence par définir le root à true, vu que le fichier est à la racine du projet. On met root true. Ensuite, on a le env, l'environnement. Donc dedans, on met ES, on définit ES 2021. On définit ES 2021 à true. Et on dit, et on met à node à true pour dire que c'est un projet Node.js. On a besoin aussi de mettre un extend auquel on lui file un array. Dans l'array, on définit ESLint en recommended. ESLint en recommended. Et on lui déclare aussi prettier. ESLint et prettier. Ensuite, c'est les parser options. Merde, j'ai décalé la fin de l'array. Ici, du coup, les parser options. Un objet. Dedans, on lui met l'ECMA version. On va lui donner la latest. Et en source type, on lui dit que c'est un module. Bah, comme ce qu'on a défini dans le package.json. Pas un script, un module, pardon. Donc ça, c'est bon pour la configuration de ESLint. On va faire celle de Prettier. Donc Prettier, c'est pareil, c'est un JSON aussi. Donc Prettier, vu que c'est un JSON pareil, on ouvre les accolades. Dedans, on définit les training comma ES5. Les tab width, ça c'est-à-dire le nombre d'espaces. J'ai oublié de fermer les guillemets au-dessus. Le nombre d'espaces pour chaque tab. Donc on va mettre 4 pour que ça soit assez aéré. On définit aussi print width on va mettre à 120.
Ça en fait c'est le nombre de caractères par ligne. Au-delà de 120 caractères par ligne en fait, il fait automatiquement un passage à la ligne suivante lors du formatage. Ensuite, on lui dit de ne pas utiliser les semi-quotes, mais d'utiliser que des single quotes, du coup qu'on va mettre à true. Voilà pour la config du formateur et du linter. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va créer du coup nos deux scripts là, pour lancer le formateur et le linter. Donc on va les créer ici. Donc pour le formateur, on va mettre format de point fixe. Pour le formateur, c'est la commande du coup, le formateur c'est prettier, du coup c'est prettier white point pour dire que vu qu'on a la racine, on lui dit de prendre tous les fichiers dossiers à partir de la racine. Et pour les linters, on va mettre lint de point fixe. Ici du coup c'est ESLint, c'est pas un white mais c'est un fixe. Et pareil, on lui met le point. Je plie la virgule au-dessus. Ok, parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire en fait pour simplifier la vie, on va créer un node daemon.json. Merde, j'ai mis un 2 de trop. Node daemon.json. Ce qui va nous permettre en fait, dans le node daemon.json, on va lui dire de lancer ces deux commandes là au restart, à chaque restart en fait, à chaque restart du serveur fait par node daemon. Comme ça nous évitera de lancer les formats fixes et les lignes fixes à la main. Donc ce qu'on fait, c'est aussi un objet. Donc on ouvre les accolades. Dedans, on définit le watch pour lui dire oh regardez, c'est un array, donc on lui met ça. On lui dit de regarder, bon, on est à la racine, donc la racine, hop. Ensuite, on lui définit un ignore pour les fichiers à ignorer. Donc dans les fichiers à ignorer, on va lui mettre tous les nodes modules. Cela, il n'a pas besoin de les regarder, les nodes modules. C'est un array. Hop. Les nodes modules, et on va lui mettre aussi, on va lui mettre le point git aussi, pour pas qu'il aille dedans. Hop. Et le point git. Et enfin, du coup, nos events, c'est là que du coup on va définir nos deux commandes à lancer. Donc au restart, du coup au restart du serveur, il va donc lancer npm run le format fixe, le formateur, et donc le logic, et le npm run le linter, donc lint fixe. Donc là, au restart du serveur, chaque restart, il va du coup faire le formatage et le lintage. Du coup, les deux commandes sont définies ici, la format fixe, lint fixe qu'on a défini juste avant. Donc maintenant, on va créer l'app.js. On va installer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer .env pour définir nos variables d'environnement. On installe .env et on va aussi installer Corse pour éviter que nos requêtes elles soient bloquées. Parce que sinon, on va se faire bloquer par des règles Corse. Donc première chose qu'on fait, on va importer .env /.env/config. On va en profiter pour du coup définir nos variables. Donc on crée un point .env et un .env.example. Les deux sont identiques en fait, sauf que le point .env n'est pas, on va faire un git ignore par la même occasion, le point .env n'est pas commit. Il n'y a que le point .env.example qui est commit, parce qu'en fait dans le point .env.example on définit juste nos variables sans les valeurs. Et après, pendant l'intégration continue, le point .env.example va être utilisé pour créer le point .env. Et en fait, l'intégration continue, dans le job d'intégration continue, on va lui indiquer de récupérer
toutes nos variables qu'on aura définies, par exemple si on utilise GitHub Action, toutes les valeurs de nos variables qu'on aura définies dans GitHub Action, on va lui dire de les insérer dans le point env, qu'on aura créé à partir du point env.example. Donc ça sera pas dans ce tutoriel là, ça sera dans un prochain tutoriel où j'aborderai du coup la mise en production. Du coup, la première c'est le serveur port et la deuxième c'est le database URL. Pour ce projet là, pour le moment on en a que deux. Le serveur port on va mettre sur 9000, database URL on définira après, quand on s'occupera de Prisma, quand on sera au niveau du Prisma de l'ORM, pardon. Dans le Gitignore, on va aussi mettre tous les node modules et le package lock. Package lock .json. Ça c'est bon. Ça je peux fermer. Hop. Donc dans la pp, on va importer Express. Non, c'est pas le bon truc. On va importer Express. Ok. Et on va importer par la même occasion Corse. On définit notre serveur ici. Donc const serveur égale Express. Hop. Et ensuite on utilise nos serveurs. On fait server.use. Les deux lignes que je vais écrire là en fait c'est pour pouvoir faire un rec.body pour pouvoir request en fait les données du formulaire qui seront envoyées du coup aux routes de création et d'update et de suppression vu qu'il y aura aussi l'ID à la suppression. Non, pas un upsubscribe, un use. Donc là, la première c'est le express.json et la seconde c'est le express.url_encoded qu'on va définir. On va définir l'extended à false pour le moment. Hop. Et enfin, on va lui dire d'utiliser le Corse, le package Corse qu'on a importé plus haut. Et pour le Corse, ce qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est lui dire d'accepter les requêtes de n'importe quelle origine. Donc c'est pour ça qu'on va mettre un origine à all, donc avec étoile. Juste écrire ça, hop, montrer juste après. Donc là, c'est ici. Dans le header, du coup, on lui définit un header avec dedans access contrôle l'origine qu'on va mettre à étoile. Access contrôle l'origine. Origine qu'on va mettre du coup ici à étoile pour autoriser depuis n'importe quelle location. Hop. Depuis n'importe quel emplacement, pardon. On définit aussi les headers et les méthodes. Donc on va en méthode, on va hello les méthodes get, post, put et delete. Donc get sera pour récupérer les données, post ça sera pour la création, put l'update et delete la suppression. Et pour les headers du coup, dedans on va mettre origine, on va mettre x requested with, on va mettre content, on va mettre le accept, le content type, et enfin l'autorisation. L'autorisation. Ok, donc ça c'est bon, on va mettre juste un X pour dire de passer au suivant une fois que c'est fait, une fois que les headers sont définis.
Et ici on va définir notre première route. Du coup qui va être le slash, donc la racine. On va le définir, on va lui donner en paramètre donc rec pour request et res pour response. On fait une fonction fléchée et on renvoie du coup une statue de 100 pour dire que la route est ok. Et on va lui mettre un message en JSON. Hop, on crée notre message et dedans on va mettre que le serveur tourne. Donc server is working. Hop, hop. Avant de tester, il faut du coup qu'on lui dise sur quel port écouter. Donc pour ça, on a le process.env, on a défini du coup dans le point env notre variable serveur port, donc qu'on utilise ici. Le process.env, c'est pour récupérer du coup les variables d'environnement qu'on a définies ici. Et on peut faire le process.env grâce à l'import ici .env/config. Donc ça c'est bon, et on va finir par du coup export default notre serveur. Du coup si on teste, si on lance le npm render pour lancer le serveur, et merde, c'est ici, et qu'on teste l'URL, donc sur le port local, sur le port 9000, ça marche bien, il nous renvoie du coup notre message. Hop. Ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est qu'on va setup en fait l'ORM, on va setup Prisma. Donc pour setup Prisma, il faut qu'on installe le Prisma CLI, donc npm i Prisma, et le Prisma client, donc @prisma/client. Donc là, ça nous crée. Il ne l'a pas encore fait. Non, ok. C'est parce que il faut que je les importe. Faut que je fasse avant de les importer. Je vais faire un npx prisma init pour qu'il me crée du coup mon dossier. Donc mon dossier Prisma avec mon schéma.prisma. C'est ici que je vais définir du coup mon modèle et la connexion à ma base de données. Donc en provider, on va enlever Postgre, on va mettre une base MySQL. Database URL, on l'a déjà défini, c'est ici. On définira la connexion, l'URL de connexion à la DB juste après. On va déjà rename le nom de dossier ici, Prisma, on s'en fout, on va le rename en DB. Pour permettre ça, il faut qu'on ajoute dans le package.json une option, donc Prisma ici. Il faut qu'on déclare le schéma et qu'on lui dise le chemin du schéma. Donc le chemin du schéma, c'est db/schéma.prisma. Donc là c'est bon, il va bien reconnaître notre schéma. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer en local nos bases de données. Donc moi pour les bases de données, j'utilise DB Engine sur macOS pour créer les bases, et pour les visualiser j'utilise TablePlus. Donc là j'avais déjà créé mon serveur MySQL. Donc je le lance. Ensuite, je crée du coup ma nouvelle DB. Donc je vais appeler Node API. Ça va être du coup une DB UTF-8 MB4. Ok, juste ici. Ok, je suis dedans maintenant. Je retourne sur le code. Je vais créer mes différents modèles. Donc pour créer les différents modèles, je fais un modèle, on va créer un utilisateur et un poste, et on va créer une relation entre les deux. Donc un utilisateur on va faire une one-to-many, donc un utilisateur pourra avoir plusieurs postes, mais un poste sera lié à un seul utilisateur. Donc quand on définit un modèle,
premier truc à faire, donc on définit l'id, on lui met @id, @default, l'id on le met toujours en auto-increment. Second champ, on va lui mettre un nom à l'utilisateur, on va mettre en type que c'est un string, et on va ajouter le fait que le nom est unique, c'est-à-dire que le nom il sera, il y a que cet utilisateur là qui pourra avoir ce nom là. Il ne pourra pas y avoir deux fois le même nom entre deux utilisateurs différents. On va lui mettre les timestamps, donc le createDate avec un datetime, avec en default on va le mettre un now qui prenne la date à l'instant T, et on va définir aussi updateDate, donc qui lui a sa propre méthode. Il faut déjà que je mette un datetime qui lui a sa propre méthode sur Prisma, donc updateDate. Je vais faire la relation juste après. Avant, je vais déjà définir du coup notre modèle post. Le modèle post, hop, qui pareil prend l'id, prend le createDate, updateDate, c'est pareil aussi. On va lui mettre un titre, donc un titre en type string. On va lui mettre un contenu, donc en fait ça va être comme un article, un contenu, et on va lui mettre une description qui elle va être facultative. Donc pour définir que c'est facultatif, on met juste un point d'interrogation à la fin du titre. Maintenant on va faire notre relation. Donc au niveau de la relation, on va définir ici, donc ce sera une one to many, donc un user peut avoir plusieurs posts, mais un post est lié à un seul user. Donc on crée propriété user qui est liée du coup au modèle user. Ici on définit la relation avec leur base relation. En fields, on va lui créer un fields user_id, et on va lui dire qu'il va faire référence à l'id du user. Donc le champ user_id qu'on définit juste ici et qu'on met en tant que integer. Et enfin, dans le modèle user, il faut qu'on référence ici le post, donc en mettant le post au pluriel vu qu'il y aura plusieurs posts, et vu qu'un user peut être lié à plusieurs posts. Et enfin, on lui fait la relation vers le modèle post. Donc voilà, on a créé nos deux modèles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la migration pour les insérer en base de données. Donc pour la migration sur Prisma, c'est assez simple, on fait un npx, on utilise toujours le CLI, donc npx prisma migrate dev-name, et ici on lui met le nom. Donc moi je vais l'appeler init, c'est la première migration, migration de base du projet. Donc on lance la migration. Error validating data source dp, non-empty-ol. Ok, avant il faut qu'on référencie la database URL. Donc database URL, c'est une base de type MySQL. Donc on commence par MySQL, : on met le username de connexion. Ensuite le password, moi j'en ai pas pour ma base en local, du coup je mets rien. Ensuite le host, donc chez moi je suis en local, du coup c'est localhost. Le port, et enfin le nom de la base, donc node API. Donc là c'est bon, on peut relancer la migration. Donc là il nous a créé, dans notre dossier DB, il nous a créé un dossier migration avec dedans notre première migration et du coup notre migration en SQL, ce qui a été inséré en base. Du coup les requêtes SQL qui ont été exécutées en base sont juste ici. Et donc si on retourne en base, on voit bien que du coup notre modèle post a été créé, modèle user, avec toutes nos propriétés, et ça nous a aussi créé un champ, donc Prisma Migration, avec à l'intérieur toutes nos migrations qui seront référencées. Donc là pour l'instant on n'a qu'une de migration, mais au fur et à mesure du coup il y aura toutes nos migrations ici. Hop.
Ça je peux fermer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer nos contrôleurs et nos routes. Donc pour ce faire, on crée un dossier controllers, on crée un dossier routes. On va commencer par les contrôleurs, donc un index.js, un user.js pour définir les contrôleurs de nos users, et un post.js pour définir les contrôleurs de nos posts. Le index.js, je vous l'ai expliqué juste après. On va déjà créer les posts et les users. Donc pour les posts, ce qu'on peut faire avant, c'est on va seeder, on va mettre des données en base. Pour comme ça, quand on aura fait les contrôleurs, les routes, on pourra directement tester avec des données, avec déjà des données dedans. Donc pour seeder des données, pour créer un fichier de, pour seeder des données, pour créer un fichier où dedans on va définir nos données à seeder, on crée un seed.js dans le dossier de Prisma, donc dans le DB, vu que je l'ai rename. Ce qu'on fait, c'est qu'on est aussi obligé ici, dans le package.json, de définir ici le seed et de lui mettre un node, de lancer le fichier seed.js qu'on a créé juste avant. Donc de faire node db seed.js. Du coup là ça lui dit que il va chercher notre fichier seed.js et qu'il le lance. Donc on va compléter ce fichier là. Donc dans seed.js on va faire tous nos imports. Donc on va importer le client, le Prisma client. Donc normalement, en fait, ce qui est un peu chiant avec Prisma, c'est qu'il prend pas le E6. Donc de base, normalement on pourrait faire ça, on pourrait faire un Prisma client from Prisma client, sauf que on peut pas ici. Donc ce qu'on est obligé de faire, c'est on est obligé de faire une alternative, donc un import pkg. Ensuite on définit, pkg c'est juste le nom qui est donné. Donc on définit notre Prisma client ici et on lui dit qu'il est égal à pkg. Que du coup ça fait pkg.prisma_client. En fait ça, const prisma_client égale pkg, c'est comme si on faisait prisma_client égale pkg.prisma_client. En fait c'est de la déstructuration. Ici du coup on crée notre constante prisma, on définit un nouveau prisma client et enfin on importe nos modèles. Donc là on va juste importer le modèle user, vu qu'on va juste créer un user. On va créer des posts aussi, mais dans la méthode create qu'on va utiliser, on pourra créer des posts directement directement à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin d'utiliser le modèle post. Et donc qui est égal à Prisma. Donc on peut créer notre fonction, on va créer une fonction asynchrone qu'on va appeler main. Hop. Dedans, du coup, on fait un user.create. Dans le create, du coup, on fait un data, et dans data, là, on insère nos données. Donc le nom à notre nouvel user, on va lui donner un nom, on va l'appeler Kevin. Hop. Et ensuite, on va lui créer des posts. Donc on va lui lier des posts. Du coup, on fait un create, on ouvre le ray, et dedans là, on fait nos objets du coup pour nos différents posts. Donc, on va créer un title. Le premier post, on va le nommer. Ça va être un article sur la déstructuration JS. Allez hop, JS destructuration. Le content. Merde, j'ai oublié de bien mettre la virgule. Le content, il est obligatoire. Du coup, on va lui mettre 3 petits points. Et le description est facultatif, du coup on va pas le mettre. On crée un deuxième post qu'on va nommer ES6 par exemple. Le content on laisse, c'est pas gênant.
Ensuite, on appelle du coup notre fonction qu'on vient de créer. Dedans, on fait un point catch pour catcher les erreurs. Donc, s'il y a une erreur, c'est erreur ici. Et donc, l'erreur, on va l'afficher au niveau de la console pour avoir plus d'informations si jamais ça se produit. Et on va quitter le process après. Hop, donc process.exit. Et enfin, si jamais ça passe, si jamais les seeders passent, sans problème, on va faire une fonction synchrone fléchée, et dedans on va lui dire de fermer la connexion à la base de données Prisma. Donc on fait un Prisma point le dollar et disconnect pour se déconnecter de la base. Donc voilà, ça c'est bon. Hop, prisma.disconnect, et j'ai oublié, c'est une méthode, du coup, les parenthèses. On va lancer le seeders maintenant qu'il est créé. Donc pour lancer le seeders, il suffit, pareil avec le CLI, de faire npx prisma db seed. Là, il nous lance le seeder. Et si on va en base, du coup, si on va dans post, il nous a créé du coup nos deux posts et notre user. Avec du coup la relation ici, user ID, donc les deux posts qui sont liés à l'ID, au user avec l'ID 1, qui est du coup mon user que je viens de créer, Kevin. Donc c'est bon, maintenant on a déjà un pool de données, on va pouvoir faire nos contrôleurs. On aurait pu faire les contrôleurs avant, mais c'est plus simple de faire déjà les datas, on fait les contrôleurs, et après on prend les routes. Et après on testera les routes via Insomnia, qui est l'équivalent de Postman. Donc ici, il faut qu'on refasse l'import qu'on a fait là. Il faut qu'on reprenne le Prisma Client. On va déjà commencer par User, parce que dans User, il faut qu'on utilise aussi les posts. En fait, quand on délète un user, il faut qu'on délète tous les posts qui sont liés au user. Donc on va commencer par ça. Donc on va mettre toutes nos méthodes dans un export default. Donc la première méthode, ça va être le getAll pour récupérer tous les users. Donc on va mettre le param request et response. Hop. Je vais mettre la virgule. Je vais copier et je vais dupliquer. Hop. Ok. On en a 5 du coup. Le getAll, le get avec l'ID du coup. La création, donc le create. La modification, l'update, et la suppression, le delete. On va commencer par le getAll. Donc le getAll, on fait du coup post notre modèle, donc point, on fait un find many, donc pour tous les récupérer, pour récupérer tous les users. On fait un zen, donc une fois qu'on récupère tous les users, si jamais il n'y a pas d'erreur, on va dans le zen et on renvoie du coup notre response, du coup on renvoie une response avec un statut à 200 pour dire que ça s'est bien exécuté, et on renvoie nos données, donc on renvoie nos data. On va faire un point catch. Si jamais il y a une erreur qui a été rencontrée pendant l'exécution, on va renvoyer cette erreur du coup. Donc on va faire un res.statut, on va envoyer une 500, une erreur de type 500, et dedans on va envoyer un message avec du coup le error point message. Mais ça va être juste pour le développement. En fait, en production, le message sera personnalisé. Bah, genre, je vais vous montrer. Hop, on va mettre un ou logique. Bon là, error.message sera jamais vide, donc ça ira jamais dans le ou logique. Mais c'est pour en production. En fait, en production, on enlèvera le error.message et on affichera juste ce message d'erreur, un message d'erreur là. Donc some error occurred when trying to
while retrieving. While retrieving, quand on essaye donc de get l'ensemble des, pas des posts mais des users. Donc voilà pour le getAll. Le getAll est bon, on va faire le point get. Donc le point get, il faut qu'on lui fournisse l'ID. Donc l'ID qu'on récupère dans les paramètres. En fait, dans les paramètres, l'utilisateur il va fournir l'ID. Donc rec.params. Et nous on utilise l'ID du coup pour faire, on utilise la méthode findUnique. Dans findUnique, on fait un where pour dire qu'on récupère l'utilisateur avec l'ID qui sera équivalent à celui fourni dans les paramètres par l'utilisateur. Ce qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est qu'on fasse un parse int. En fait, faut qu'on convertisse en integer l'ID, parce que fourni ici, en fait, dans les paramètres, il est de type string. Et nous, du coup, notre ID en base de données, il est de type int. Du coup, il faut qu'on convertisse en integer. Sinon, ça va nous retourner erreur. Et ça va pas marcher, quoi. Et donc ensuite ici, on va catch un message d'erreur. En fait, dans le point zen, si jamais l'utilisateur il fournit un ID qui n'existe pas, ça va pas nous passer dans le catch, ça va nous passer dans le zen, mais le data sera vide. Donc on va faire une condition, si data est vide, on va faire du ternaire. On va faire un if ternaire. Donc si data est vide, si data a bien les données, donc on renvoie un statut 200 avec dedans les données. Donc là tout va bien. Et si jamais l'ID est introuvable, si jamais l'ID n'existe pas, on renvoie du coup un statut 404 avec du coup à l'intérieur un message d'erreur. Et dans le message d'erreur, on va lui dire que l'ID est introuvable. Donc cannot find, on va faire cannot find user with ID égale hop, et là on met l'ID. En fait, ce que j'ai fait là, c'est équivaut à faire la phrase plus la variable plus après on peut mettre une autre phrase. Mais du coup c'est beaucoup plus simple d'y faire dans cette forme là, parce que du coup en faisant comme ça on est obligé de mettre plus notre variable plus la fin de la string, alors que là on met juste un dollar guillemets, un dollar accolade pardon, et on met le nom de notre variable à l'intérieur et ça nous insère directement la variable. C'est bien plus pratique. Donc ça on peut l'enlever. Le reste statut ici, vu qu'on a fait deux conditions ternaires. Et enfin un point catch, donc on va modifier juste le message d'erreur. Hop, on va lui mettre en vrai j'aurais pu laisser ça. Summary occur when retrieving user with ID égale, et là on met l'ID. Donc là pareil, on modifie ces guillemets là par hop, des guillemets comme ça. Notre point get est bon du coup maintenant. On fera le create après, on va déjà faire l'update. Pour update du coup c'est update ici, il faut juste qu'on fasse une variable pour récupérer les données du body envoyé par l'utilisateur. Donc on fait un rec.body. Ici on peut faire un rec.body parce que dans l'app on a défini ces deux trucs là, le express.json et le express.url encoded. Sans ça on pourrait pas faire de rec.body. Donc là pour l'utilisateur il nous faut juste le nom. Donc une fois qu'on a le nom, il faut qu'on l'insère. Donc on fait un data
ça change pas, c'est pareil. Dedans, on met le nom égal a pour valeur le name ici. Ça, on peut l'enlever. On va juste garder. Hop. On va pas envoyer les datas, on va envoyer un message comme quoi la modification a bien été effectuée. Donc une 200. Et en message, on va lui dire que le user a été correctement update. Was update successfully. User was update successfully. Ça c'est bon. Le data on peut l'enlever, on ne renvoie pas les données. Et donc là, on dit qu'il y a une erreur lors de l'update. Lors de l'update de l'utilisateur avec l'ID. L'ID ici. On va faire la suppression. Donc la suppression, c'est la méthode delete. Là pareil, on garde l'ID. La suppression, on est obligé de laisser l'ID aussi. Ça, on n'a plus besoin de cette condition là. Donc on met celle du dessus, on met l'utilisateur a été supprimé, a bien été supprimé, et ici une erreur est apparue lors de la suppression de l'utilisateur avec l'ID machin. Le data, pareil, on l'enlève. Le delete et l'update, c'est bon. Maintenant, on va passer à l'update. Donc le create qui a comme pour l'update, qui prend le body. Donc là, c'est plus update, c'est create. Après ça, on peut laisser comme ça. Hop, il faut juste que je modifie le message d'erreur et le statut. En fait, pour la création, c'est plus une 200, mais c'est une 201. Donc ici, je modifie aussi was created, when created user. Hop, hop. Du coup, j'ai plus besoin de ces guillemets là. Je mets celle-ci. Du coup, c'est bon pour user. On a fini la configuration. Ah oui. En fait, j'ai mis post partout. Alors que c'est user. Hop. Il y a juste une erreur que j'ai faite au niveau de la suppression. C'est en fait là, la suppression, je la fais que sur le user, mais il faut aussi que je la fasse sur tous les postes du user. Tous les postes de l'utilisateur. Donc, pour ça, il faut que je fasse deux méthodes. Donc la première, c'est deux tâches. La première, c'est pour supprimer les postes. Donc deleted post. On va faire un post.delete many pour tous les supprimer. Et on va faire un where user ID. On est obligé de refaire un parse int parce que user ID, pareil, il est de type int. Where user ID égale ID. Donc là, ça trouve tous les posts qui ont pour ID l'ID de l'utilisateur et ça les supprime. On l'exécutera juste après ça. On va faire pareil pour le user. Donc là, deleted user. C'est pas deleted, c'est plus delete. Delete post, delete user. Du coup, là c'est user. C'est plus du delete many, mais du delete classique. C'est plus user ID, c'est user. C'est ID. Et ce qu'on fait ici en fait avec Prisma, on a une méthode qui nous permet d'exécuter plusieurs tâches à la fois. Donc la méthode c'est $transaction, qui est du coup une méthode qui prend en paramètre un array, et dans l'array on lui fournit
nos deux tasks, donc le deleted post et le delete post et le delete user. On lui fournit ici. On va, hop, on formate. Donc voilà, on a fini la suppression. On va faire pareil pour les posts maintenant. Donc ça, j'y prends, j'y recopie. Hop, il faudra juste que je modifie 2-3 trucs. On va basculer CTRL F sur VS Code pour ouvrir ça. On va basculer tous les users en post. Hop. Et tous les users avec un U majuscule en post avec un P majuscule. Avec un P minuscule. Ok, il faut juste du coup, ça nous a modifié celui-là. Mais celui-là on a besoin, on a juste besoin des posts. On n'a pas besoin des users dans les posts. Donc là ça nous a modifié tous les messages. Il faut juste qu'on modifie les paramètres au niveau du body. Parce qu'ils sont totalement différents. Donc pour post on a le title. Si j'arrive à l'écrire, on a le title, le content et on a le description. Et on a aussi, pas que je l'oublie, le user ID. Parce qu'on a une relation du coup avec user. Donc ce qu'on fait là, on les écrit tous ici du coup. User ID pareil, il faut qu'on fasse un parse int pour le convertir en nombre, en integer. Donc ça, hop, hop, hop. Le title, hop, hop. Le parsing, j'en ai plus besoin. Le content, hop. Et enfin, le description. Ok. Donc ça c'est bon. Cela, il faut que j'y fournisse aussi lors de la modification, lors de l'update. Hop. J'y reprends ici. Et il faut que j'y remette juste là. Donc ça c'est bon. Le get all et get ne bouge pas. Le create on vient de le modifier, l'update pareil, et le delete, il faut qu'on le modifie aussi. Ça du coup, on n'a plus. En fait on a juste la suppression. On a juste la suppression du post. Donc le post.delete, on lui fournit l'id. Et c'est tout. Et donc là, on a tous nos posts qui sont bons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un index.js. Dedans, on va importer nos deux contrôleurs. Donc post controller qu'on importe depuis post. On fait pareil pour les users. Donc user controller qu'on importe depuis user. Et ici, on les exporte. Donc, post controller, user controller. En fait, faire un index comme ça avec les exports, ça nous permet, au niveau des... je vais vous montrer en faisant les routes. Je vais déjà faire les routes, je vais vous montrer juste après. Route, pareil, je refais un index.js. Je fais un user.js et un post.js. Ouais, ça je le prendrai après. Donc pour les routes, il faut que j'importe Express. Donc là, parfait. Je prends Express. Ensuite, je définis mon routeur. Donc const-routeur égale express.routeur, qui est une méthode. Donc ça prend les parenthèses. Ensuite, j'importe mon contrôleur. Donc là, je suis dans le post. Du coup, j'importe le post controller, from controller. Et c'est là où je vais montrer en fait le index.js. En fait, là, j'importe. Il prend par défaut le index.js quand on met juste le dossier comme ça. Et en fait, l'avantage c'est que là, je peux importer sur la même ligne, je peux importer le user controller aussi.
Alors que j'aurais pas fait l'index.js, j'aurais été obligé, si jamais j'aurais voulu utiliser deux contrôleurs dans le même fichier, j'aurais été obligé de faire un import de mon post controller from du coup mon post ici, et de faire la même pour user. Du coup ça m'aurait fait 2 lignes au lieu d'une ligne ici. Et après si on a une dizaine de contrôleurs, quoi, ça devient chiant de faire 10 lignes si on utilise les 10 contrôleurs dans le même fichier. Ce qui est peu probable, mais c'est pour l'exemple. Donc là l'import c'est bon. Ensuite je peux définir mes routes. Donc router.get, ça c'est ma première route qu'on définit. Enfin, hop. Du coup ma première route c'est le getAll. Donc là c'est pas post, c'est post.controller. Donc là j'ai l'ensemble de mes méthodes. Donc première route c'est getAll. J'en ai 5, donc je fais les 5. La troisième c'est la creation, c'est la create, du coup c'est une post. La quatrième c'est l'update, du coup c'est une route put. Et la dernière c'est la suppression, du coup c'est une route delete. Donc là pour get, ça c'est le get unique, du coup je dois lui fournir l'id, donc le get. Post, la création, j'ai pas besoin de lui fournir l'id, donc c'est la méthode create. Le put c'est la méthode update. Donc pareil, il lui faut l'id. Le delete, il lui faut aussi l'id. Donc là, je récupère la méthode delete. Ensuite, je peux export default mon router. La user controller, j'en ai pas besoin. C'était juste pour l'exemple. Je fais pareil pour user. Donc là, je convertis tous mes post controllers en du coup user controller. Hop. Mes méthodes, ça bouge pas, c'est les mêmes. Je fais l'export aussi et je vais créer l'index.js pour importer comme pour les contrôleurs. Donc là c'est plus post controller mais les routes post. Pareil, user route. Et donc je les mets au-dessus. Donc ça c'est bon, mes routes sont faites. Ensuite il faut juste que je les importe dans la ppjs. Donc pour les importer et que je définisse quoi, et que je les définisse. Donc pour les importer, je fais mes imports déstructurés. Donc mes posts routes, mes user routes que j'importe depuis mes contrôleurs. Je mets un slash à la fin en fait pour indiquer que c'est bien un dossier et que du coup ça récupère l'index.js. Et ensuite mes routes du coup, server.use, on va commencer par les posts. Donc je lui indique qu'en faisant un slash post, du coup il a accès à mes routes qui sont définies dans le post. Et je fais pareil pour user. Donc user route. Donc ça c'est bon, les routes sont faites. Maintenant j'ai juste à relancer le serveur et je vais aller tester pour voir si tout fonctionne bien. Je regarde juste que je n'ai rien oublié à ce niveau-là. Le git inner, non je l'ai bien fait. Non, j'ai tout qui est bon. Maintenant je vais utiliser Insomnia. Donc Insomnia comme j'ai dit avant, c'est comme Postman. Sauf que c'est plus... moi je préfère l'interface d'Insomnia Postman, c'est pour ça que j'utilise Insomnia. Donc on va tester le getAll sur user. Il faut que je lance le serveur.
npm run dev. Ok, j'ai fait une erreur de frappe au niveau... Ah oui, ok, je sais. Non, c'est dans l'app. Là, c'est pas depuis les contrôleurs, mais depuis les routes, faut que je les importe. Parce que les contrôleurs sont importés dans les routes. Du coup, là, il me fait le formatage, vu qu'il m'a reload le serveur. Donc là, il m'a formaté l'unité tous mes fichiers. Donc, suivant les normes que j'avais définies dans les 2 fichiers de configuration, ici. On va pouvoir tester. Donc, on va tester le getAll sur user. Ok, j'ai oublié de setup contrôleur user.js. Ok, contrôleur user.js sur le getAll. Find many, send data, from data, ok. Le user est bon. J'ai bien un find many. Ok, je pense que je vais juste relancer le serveur. Hop. Ok. Response statut is not a function. Ligne 13. J'ai mis un T au lieu d'un S. C'est status et pas statut. J'ai fait l'erreur pas mal de fois. Ouais, vu que j'ai fait un copier... Bah, j'ai fait l'erreur une fois, mais vu que j'ai fait un copier-coller, ça l'a répliqué dans toutes mes méthodes. Donc là, je suppose, j'ai pareil ici. Status. Hop. Hop. Je crois que j'en ai bien sur user. Ouais, super. Ok. Donc là, parfait, ça me relance le serveur. Donc, si je retry le getAll, il me récupère du coup mon user que j'avais créé avec les seeders, donc Kevin. Là, il n'y a pas d'ID 2, il n'y a pas d'user avec ID 2, donc il me récupère pas. Si je veux récupérer un user, il faut que je mette user avec ID 1. Je vais créer un user, donc je vais le nommer Paul. Hop. Did you mean data available? Ok, j'ai fait une erreur au niveau de la création. User create name rec.body data name. Ok, ça m'a l'air. Ça c'est ok. User.create. Je suis con, j'ai laissé l'ID. Mais pour la création, il y a bien entendu, bien évidemment pas d'ID. L'ID est juste pour l'update, le delete et le get d'un user spécifique. Je modifie aussi pour les posts parce que du coup, j'ai répliqué l'erreur ici. Donc là, pareil, le where, ça n'existe pas ça. Donc là, si je revais là, ok, il me fait bien la création, donc il m'a créé Paul normalement. Si je vais là, j'ai mon nouvel utilisateur Paul. Donc je vais update l'utilisateur Paul, donc je récupère son ID 2. ID 2, je le mets dans la route du coup. Le nouveau nom de l'utilisateur Paul, je vais le rename en Augustin. Allez hop. Paul, il va s'appeler Augustin maintenant. Donc ici, mon Paul a bien été rename en Augustin. Et je vais supprimer l'utilisateur. Donc pareil, je mets l'ID dans la route. J'envoie. Ça me renvoie le message comme quoi l'utilisateur a bien été supprimé. Je vais checker et l'utilisateur a bien été supprimé. Donc pour les users c'est bon, tout marche. Maintenant on va tester les posts. Donc les posts, j'en ai deux. Donc c'est les deux posts que j'ai créés lors de mon seeder.
lorsque j'ai seedé les datas. Donc les deux posts ils sont liés à Kevin. Donc le get là pareil, je peux récupérer juste le post avec l'ID. On va créer un nouveau post. Donc user ID. On va recréer un nouvel utilisateur. On va l'appeler David. Hop. Du coup David c'est ID 3. Donc notre nouveau post il aura comme auteur David. Donc on lui met l'ID 3. Titre, on va lui mettre David post. Content, on va mettre les 3 points, description et facultative. On peut laisser comme ça. Donc là le post a bien été créé et est disponible juste ici avec le user ID du coup qui fait référence à l'ID du user David. Ce post là on va l'update, on va modifier son nom par exemple, donc on récupère l'ID. Le titre ici, on va modifier le titre, on va lui mettre myPost, on va l'appeler myPost. Ok, donc là il nous affiche une erreur, post update, user ID, ok je sais. C'est que j'ai oublié d'enlever dans le post, c'est l'update. Where ID. User ID, il connaît. Ah si. Si, non c'est bon, c'est user ID. Il faut juste que je modifie. Ouais, j'ai oublié de modifier ce truc là. Ok. Maintenant je peux lui fournir le user ID. Non en fait j'ai pas besoin de le modifier celui-là. Je peux le laisser comme tel. Ok, je vais regarder sur mon exemple ici. En fait, ok, j'ai trouvé. C'est que lors de l'update, j'ai pas besoin de référencer l'user ID. Parce qu'il a déjà un user ID en fait. Donc ça, j'ai pas besoin de le remettre. Le user ID, c'est juste lors de la création que je lui fournis pour lui donner, pour le lier avec un utilisateur déjà existant. Mais lors de la modification, il est déjà lié à un utilisateur existant. Donc j'ai pas besoin de lui refournir. Donc maintenant, je peux modifier. Donc il m'a bien update le post. Et donc normalement, il m'a remplacé celui-là, le David's post, par myPost. Voilà. Donc celui-là, on va faire la suppression. On va le supprimer. Hop. Ok. Donc toutes mes routes fonctionnent. Donc ce code-là, je vais le push sur GitHub. Vous pourrez le récupérer si vous voulez accéder directement au code. Je mettrai le lien du repo dans la description de la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ou si vous avez des remarques ou des idées d'amélioration sur le tutoriel, pareil, vous pouvez tout mettre dans les commentaires. Du coup, ce tuto là, c'est la première partie d'une série de tutoriels. Donc le second tutoriel que je vais faire, que je ferai certainement dans une semaine, ça sera du coup la sécurisation de l'API, avec du coup la création d'utilisateurs et de rôles spécifiques. Je vais mettre aussi en place un système de token pour chaque request, pour sécuriser au maximum l'API.
Donc on utilisera, je pense, le, la méthode OAuth 2.0 pour faire ça. Et il nous manquerait aussi... Ah oui, la validation des données. Cela, en fait, les données qui sont récupérées dans le rec.body, elles sont pas validées. Et donc il faudra qu'on fasse une validation au niveau de ces données-là pour pas qu'il y ait n'importe quel type de données qui soient insérées dans les 4 champs ici, par exemple. Pour avoir un niveau de sécurité supérieur. La vidéo d'après, j'aurai aussi, je pense que je ferai aussi l'interface front. Donc l'interface front, le CRUD, la création du CRUD au niveau front. Donc avec la modification, la suppression et la création, quoi, la totale. L'interface, je la ferai en Vue.js. En framework CSS, ça sera avec du Bulma. Et j'utiliserai aussi du Sass. Donc voilà au niveau un peu de la stack front que j'utiliserai pour le tuto. Du coup, celui-là, ça sera le 3e tuto. Et pour les tutos d'après, il y aura un tuto aussi, bien sûr, mise en production et déploiement, avec du coup une partie sur la CI. On fera, je pense, avec GitHub Actions. Et après, j'ai aussi d'autres idées, mais je vous les dirai au fur et à mesure des tutoriels que je publierai. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et on se retrouve du coup dans le prochain tutoriel qui sortira normalement semaine prochaine. A plus.